Bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires planétaires avec votre animateur Alexandre Timmons. Bonjour à vous. On va analyser le débat entre Macron et Zemmour. Premièrement, Emmanuel Macron, à 43 ans, à 39 ans, fut le plus jeune président de la France. Son adversaire, Éric Zemmour, 63 ans, un intellectuel polémiste depuis plusieurs années dans le monde médiatique français. On va comparer les deux capacités de chaque débatteur, à savoir qui a la plus grande chance de remporter le débat présidentiel. À qui appartiennent les meilleures probabilités en fonction de leur capacité réciproque. Au niveau de leur intelligence, on peut dire qu'ils ont un QI, un quotient intellectuel pratiquement égal. C'est-à-dire, ce sont deux combattants avec un QI moyen d'au moins 130 à 160 points de quotient. Pourquoi? Parce que ce sont des surdoués. On ne peut pas accéder à la présidence d'un pays comme ça puis avoir un quotient de 115. Ça ne sera pas suffisant. Sauf que là, lui, Macron, c'est un bolé. C'est un Européen aux yeux bleus myopes. Hein? Donc, puis il a quand même une grosse tête. Donc ça favorise son intelligence. Éric Zemmour, même chose. Lui, il est mélangé européen avec un petit peu de juif, supposément, maghrébin. Donc, lui aussi, il a quand même une grosse tête. Il a les yeux clairs. Donc, peut-être aussi il était myope quand il était plus jeune. On voit, il a quand même un bon cortex frontal. C'est quelqu'un qui est très intelligent. Bon, Emmanuel Macron, je pense que son quotient est à peu près égal, mais je donnerais peut-être 5 à 10 points de moins, si je veux être un petit peu minutieux. Mais, ou sinon, je pense que l'avantage principal d'Éric Zemmour, c'est que lui, il a plus d'instructions. C'est un auteur, il a écrit plus de livres depuis des années. Donc, il est capable d'aller piger dans ses connaissances, dans son disque dur de mémoire à long terme, où est-ce qu'il y a énormément d'informations, il y a des centaines de gigs de données, là, lui. Là. Ce qui fait en sorte qu'il est capable d'aller piger dans ses anciennes références, de faire des citations de grands auteurs très souvent dans la discussion, ça ne l'énerve pas du tout. Tandis qu'on voit que ses adversaires, souvent, ils vont manquer de capacité, ils manquent de mémoire à long terme, de stockage, donc ils ne sont pas capables de faire autant de citations que Zemmour, ce qui va un peu les indisposer. Puis là, il essaie de jouer le jeu comme de quoi que Zemmour, il va chercher des vieilles références inutiles, mais c'est juste qu'eux autres ne sont pas capables d'égaliser sa puissance au niveau de sa mémoire. Je pense que ce qui fait la supériorité d'Éric Zemmour, en général, c'est justement le fait qu'il y a 10 à 20 points de quotient supplémentaires que la plupart des autres personnes avec qui il va débattre. Il y a 10 à 20 points de plus de QI que Marine Le Pen. Bon, elle a peut-être 130, 140, mais elle ne fait pas du 150, 160 comme Éric Zemmour. Macron fait probablement du 130, 140, 150, mais comme il y a un petit peu moins de mémoire, puis la mémoire, ça, c'est considéré comme un signe de... Ça peut être une variable très importante pour faire augmenter le pointage de QI. Mais c'est pas seulement la mémoire, la mémoire, c'est que ça permet une pensée en arborescence. Et puis je pense que les arborescences qu'Éric Zemmour va être capable de parcourir de gauche à droite, il détient l'horizontalité de la connaissance, ce qui permet de slalomer, de zigzaguer beaucoup plus facilement comme un poisson dans l'eau à travers les différents domaines de savoir
Et ça, dans le fond, il nous le montre à chaque entrevue, là. Et puis, on sent qu'il, lui, c'est vraiment un débat plus d'idées. C'est plus un idéologue, ou est-ce que les autres semblent plus essayer de seulement plaire à leur électorat. Ils font une politique où est-ce qu'ils vont se baser beaucoup sur les sondages. Tandis qu'Éric Zemmour, ses idées sont écrites dans ses livres depuis 20 ans. Et puis depuis 20 ans en tant que polémiste, ben, dans le fond, il forge son opinion à la télévision. Il augmente son niveau de sympathie de la part de la population envers lui, ce qui fait en sorte qu'ils ont confiance en lui, même s'ils voient aborder des problématiques en temps normal. Ce serait quand même assez exagéré d'aborder ça à la télévision, mais ils sont habitués de l'entendre déblatérer sur toutes sortes de sujets. Donc la population télévisuelle n'est pas surprise de ces sorties publiques comme ça, du fait que là, ils passent de polémistes à potentiels politiciens. Pour eux autres, il y a juste un pas à franchir, en fait. S'ils gardent une certaine cohérence intellectuelle, une certaine cohérence idéologique, ben les gens vont se dire, bon, mais lui, on peut y faire confiance, ça fait longtemps qu'on l'entend. Il a jamais complètement dérapé à la télévision. Bon, donc c'est pour ça que ça crée une espèce de stabilité, une habitude de l'avoir déjà vu des heures et des heures depuis des années dans différents débats, et puis qui gagnait quand même assez souvent. Donc, ça crée une certaine de proximité avec ce candidat-là que les autres ont un peu moins parce que, évidemment, c'est moins des commentateurs dans les émissions de variété pseudo-intellectuelles, là, à la Nolo, Zemmour, etc. Je pense que Zemmour, parce que c'est un des candidats, non, c'est plutôt le candidat avec le plus haut quotient en intelligence sémantique, où est-ce que là, lui, comme j'expliquais, il se situe plus entre 150 et 140-160. Ça, en fait, il y a l'intelligence d'Albert Einstein, mais au niveau de la sémantique. Parce qu'Albert Einstein, lui, c'était un 160-180, mais au niveau de l'intelligence mathématique. Tandis que Nikola Tesla, c'était un 160-180, mais au niveau de l'intelligence spatiale, c'est-à-dire s'imaginer des machines, des inventions. Tandis qu'Éric Zemmour ne fait pratiquement pas de mathématiques et il ne fait pas d'invention non plus. Albert Einstein ne faisait pas d'invention. Et puis, au niveau de son intelligence en français, ben, c'était pas un grand philosophe, c'était pas nécessairement un grand penseur, c'était un mathématicien génial par contre. C'est pour ça que les candidats adverses ils ont beaucoup de difficultés à détrousser Zemmour. Puis j'ai remarqué en fait que quand Zemmour fait des attaques, ben les autres finalement ils répondent pas vraiment à son argumentation. Ils n'essayent pas de le redétrousser en montrant que son raisonnement finalement comporte des failles. Ils essaient plus ou moins de faire ça. Ils vont plutôt dévier, essayer d'expliquer d'autres sujets. C'est ce que probablement va faire Macron. Mais Macron, lui, va être capable de détrousser Zemmour sur les grands sujets qu'il va avoir abordés à l'avance. Parce qu'évidemment, les deux, ils ont des équipes qui vont les préparer. Je pense que Zemmour, il est quand même capable de se préparer tout seul. Là. Il dit qu'il travaille des heures et des heures la nuit à étudier toutes sortes de problématiques en histoire. J'ai l'impression que lui, il va essayer d'étudier savamment Emmanuel Macron pour savoir quel point critiquer. Je pense que Macron, il va faire la même chose de son côté, mais j'ai l'impression que Zemmour, il risque de le détrousser un petit peu plus en moyenne. Sauf que si Macron, lui, utilise des subterfuges pour essayer d'en faire un homme de paille, de le traiter d'extrême droite, d'essayer finalement de le diaboliser en quelques phrases choc, ça se peut que dans la tête des auditeurs et puis des téléspectateurs, téléspectatrices, ça va laisser des séquelles qui finalement peuvent remettre en question finalement Éric Zemmour. Et puis parce que là en ce moment, il n'y a pas de grosse attaque frontale à part des journalistes. Bon, les autres candidats, tranquillement pas vite, ils essayent de faire un vide autour, mais en général, ils se défendent bien. Et puis, je vois pas grand monde qui sont capables, c'est ça, d'y répondre et puis de le planter là, de façon virulente. Leur argumentation ne prend pas vraiment. Et puis, même s'ils font une bonne critique,
Éric Zemmour, il a assez de ressources pour regagner tout de suite le débat, essayer de... Il y a toutes sortes de stratégies, en fait, pour gagner. Il est beaucoup mieux armé, intellectuellement parlant, qu'un politicien comme Donald Trump. Donald Trump, lui, il utilisait plus des techniques de sophisme. Tandis que Éric Zemmour, il n'a pas besoin de faire ça. Il peut démonter les argumentations une à une. Donc, il y a vraiment une supériorité intellectuelle. C'est ça qui fait que, finalement, il éclabousse tout le monde. Il tasse tout le monde. C'est une espèce de tornade d'idées. Puis, si les gens osent s'attaquer à ces argumentaires, eh bien, à ce moment-là, il va chercher des références historiques. Il va aller chercher des particularités historiques. Par exemple, il va dire la gauche avait fait tel truc, avait fait réémigrer les travailleurs italiens. Il va prendre des exceptions comme ça, il va les monter en bateau pour finalement contredire sur quelques points, mais souvent, je remarque que ce n'est pas nécessairement des critiques qui sont de fond. Elle pourrait avoir des réponses de la part de leur adversaire, mais on dirait qu'ils perdent de pied, là. Mais Emmanuel Macron, lui, va quand même tenir pas mal tête, à mon avis, parce que lui, il veut garder la présidence. Donc, il va faire un petit peu comme Justin Trudeau aux dernières élections 2021. On le voyait quand il était au débat des chefs. Il sentait que tout le monde l'attaquait. Il était un peu dans la soupe chaude. Fait qu'à un moment donné, il surperformait au niveau de son acting. Puis là, on le sentait un petit peu inquiet, un peu sous pression d'essayer de performer, de défendre son bilan. Donc, il va avoir l'espèce de rage, dans le fond, qu'il veut garder le pouvoir. Il va s'accrocher au pouvoir. Donc, probablement que Macron va y aller avec des critiques assez sévères. Il va essayer de le démonter, là, pas de façon modérée, pas comme on a vu dans le débat Mélenchon-Zemmour, où est-ce que là, ça avait l'air plus de deux amis qui discutaient. Ils se sont envoyés quand même quelques bons arguments, là, mais en gros, c'était assez respectueux. Mais je pense qu'avec Macron-Zemmour, les couteaux vont voler plus bas. Sauf que, justement, pour Macron, c'est beaucoup plus difficile, par contre, de défendre son bilan. Parce qu'évidemment, on a pris toutes sortes de décisions politiques, on s'est mouillé, on porte le flanc à la critique parce que, justement, on a été élu, on a fait différentes mesures au sein du gouvernement, on a fait des mesures qui ont été critiquées. Donc, pour Éric Zemmour, c'est beaucoup plus facile enligner ces séries de munitions pour aller planter Emmanuel Macron sur tous les petits défauts, toutes les erreurs qu'il a pu commettre durant son mandat. À l'opposé, Zemmour, lui, il a le plus beau jeu finalement. Il peut promettre toutes sortes de choses. Il peut dire qu'il va sauver la France. Lui, il n'y a pas de bilan à défendre. Il est juste dans la projection, dans la spéculation d'un mandat idéal. Et puis, je pense qu'il plonge là-dedans complètement. Puis comme il l'a dit dans certaines entrevues, il n'essaie pas d'être modéré. Il n'essaie pas d'aller vers une position plus centriste. Pourquoi? Parce que lui, il dit que c'est la position qu'adoptaient les gouvernements dans les années 80 pour plaire un peu à tout le monde. Mais là, il veut essayer plus de polariser le débat pour finalement se démarquer aussi beaucoup plus. Puis s'il réussit à parler un peu pour tous les groupes de population qui essaient de séduire, ben finalement, ils vont le suivre. C'est pour ça qu'il monte aussi rapidement. Puis il se base aussi sur une espèce de roll-ball là, de l'immigration, où est-ce que finalement le système multiculturaliste, multiethniciste, les grands systèmes cosmopolitiques actuels qu'on a testés depuis 40 ans semblent être aux limites de l'éclatement. Pourquoi? Parce que la démographie a changé, les ratios de population ont changé. La théorie du grand remplacement a été confirmée récemment par une étude qui a démontré que dans les cités, la population à grande majorité n'était plus française de souche. Donc, évidemment, les populations souches françaises, européennes, indigènes, ben, elles s'aperçoivent que ce projet-là, finalement, les trappe dans un coin, et puis qu'après ça, ils se font uniquement traiter de racistes et puis de xénophobes. Tandis que de l'autre côté, les immigrants, c'est eux autres qui ont les plus hauts taux de statistiques en matière de criminalité. Comme il dit Éric Zemmour, 25% des prisons seraient remplies par des gens d'origine maghrébine.
Et puis les Africains aussi qui font régner un climat de terreur dans les cités. Les cités, finalement, c'est rendu des zones d'exclusion qui ne sont plus françaises. Ce sont des territoires étrangers au sein de la France. Ça, c'est les conséquences, finalement, de l'aveuglement, de la naïveté, du positivisme multiculturaliste. Où est-ce qu'on voit, là, en ce moment, que l'élastique a été étiré jusqu'au bout, et puis à un certain ratio de population qui est remplacé, eh bien là, évidemment, la population souche, elle en subit les conséquences. Et puis lui, il essaye de... Dans le fond, Éric Zemmour, c'est une dernière pulsion de vie là, de ce peuple français-là. Comme il dit, la France n'a pas dit son dernier mot. La France, si les gouvernements se succèdent, puis continuent à appliquer les mêmes méthodes qu'on voit en ce moment, qui sont appliquées, là, que dans le fond, l'immigration de masse, toutes les dérives là, idéologiques modernes, qu'on va dire de la gauche, mais c'est aussi le grand capitalisme, c'est la pornographication de masse, les jeunes qui se reproduisent plus. Tu sais, il y a toutes sortes de problèmes où est-ce que là, les grands intellectuels qui sont plus vieux, les baby boomers, eux autres qui sont nostalgiques d'un ancien monde qu'ils ont connu, où est-ce que la population était beaucoup plus... était plus normale dans son ensemble. Il y avait moins de dégénérescence, il y avait moins de sous-groupes communautaires. Donc c'est certain que c'est les derniers vestiges, cette génération-là, qui peuvent encore le rappeler. Et puis qui peuvent encore prétendre essayer de rattraper cette ancienne civilisation-là avant que ça dégénère trop dans une espèce de relativisme positiviste extrême, là, planétaire, parce que là, c'est un système qui va être appliqué à l'échelle du monde. Là. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que Éric Zemmour, lui, ne semble pas avoir beaucoup d'attaches en arrière. Il n'y a pas personne qui semble le backer. C'est sûr qu'il va avoir des appuis à un moment donné, là, s'il veut monter un financement pour sa campagne électorale, mais il ne semble pas venir de certains groupes bancaires. Il ne semble pas être putché par les entreprises. Il ne semble pas être putché non plus par des groupes communautaristes. Il semble se présenter lui seul, avec ses idées, avec son intelligence, puis avec ses opinions tranchées, mais peut-être révolutionnaires. Je pense que lui, il s'en va vers un gouvernement réformateur, mais pour ne pas dire révolutionnaire, parce que je pense que sa politique, elle serait même peut-être beaucoup plus avant-gardiste que ce que fait Boris Johnson ou Viktor Orban. Lui, il va aller encore plus loin parce qu'il y a plus de moyens intellectuels pour présager le futur. Puis comme il aime bien à dire, pas seulement le futur, mais un avenir, hein? Un futur agréable et positif pour tous. Donc pour Emmanuel Macron, ça va être très difficile de battre dans des joutes verbales Éric Zemmour. Mélenchon, dans son dernier débat, j'ai senti que lui était un petit peu meilleur tribun. Ça veut dire que, tu sais, il va plus prendre, il va plus faire un discours émotif, émotionnel. Il va aller chercher le momentum chez la population. Éric Zemmour, lui, c'est plus un intellectuel, c'est plus une espèce de fonctionnaire. Il fait pas de discours avec beaucoup d'élan. Donc, mais il est tellement rationnel, il est tellement cohérent, il est tellement logique que les gens suivent son raisonnement. Et puis, il semble se dire, oui, ça a du bon sens, ça fait du sens. Éric Zemmour, qui n'est même pas une personne 100% européenne, va quand même promettre de sauver les Européens européennes. Je pense que lui, il adhère vraiment à ce projet-là. C'est un nostalgique de l'ancienne France. Je pense qu'il adopterait des mesures beaucoup plus protectionnistes qu'Emmanuel Macron lui-même, qui semble être plus européen parce que justement c'est un blanc aux yeux bleus, mais il laisse aller en ce moment des mesures migrationnistes massives, ce qui fait en sorte que son pays est remplacé. Lui, Emmanuel Macron, semble plus être sous le joug des entreprises, car le pouvoir, ça corrompt après un certain nombre d'années, et puis lui, finalement, il devient de plus en plus la marionnette des banques, des multinationales, de l'Union européenne, etc. Il ne se représente plus vraiment lui-même et ses idées. C'est les influences externes, finalement, qui le font parler pour tel principe idéologique, tandis que Éric Zemmour, lui, il n'est pas acheté par le système pantoute. Donc, il est beaucoup plus pur, à mon avis. Là. C'est vraiment sa réflexion
à lui-même là, qui donne. Donc, on va voir qui va gagner les prochains débats entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, puis la suite des sondages, et puis est-ce que finalement il va pouvoir se présenter comme candidat, parce que là, en ce moment, il y a des très bons scores dans les sondages, mais il n'est même pas candidat, ce qui semble quand même assez exceptionnel. Donc, on va voir la puissance d'argumentation que va développer Emmanuel Macron, parce que je pense que pour l'instant, la balle est plus dans son camp à lui. C'est lui qui part désavantagé en partie, parce que là, il se bat contre un super candidat, très intelligent et très déterminé à sauver, entre guillemets, le peuple français, qui est de moins en moins français. Quand vous regardez les animatrices à la télévision, la population, ben on sent la génétique française en arrière, peut-être à 80-90%, mais on a souvent un apport de 10 à 20% de gènes souvent maghrébins. Donc les Français ont perdu leurs yeux bleus, ça fait longtemps. Ils ont perdu leurs yeux verts, ils ont perdu les cheveux roux, ils ont perdu les cheveux blonds. De plus en plus, les animateurs, animatrices sont de moins en moins blancs, ils sont de plus en plus bruns, méditerranéens dans le style, les yeux de plus en plus foncés. Donc on voit que ceux qui disent que le grand métissage, ça n'existe pas, le grand remplacement, c'est une fausse théorie conspirationniste, ben essayez de trouver les femmes extrêmement blanches aux yeux verts en France. Vous en trouverez pas beaucoup à part dans les revues de mode, etc. Donc c'est normal qu'à un moment donné, il y ait une réaction d'autoprotection pour essayer de sauver sa culture, la continuité de sa culture, de sa génétique, de son histoire, pour pas être renfloué dans une culture mondialiste indifférée et puis qui ressemble à aucun peuple originaire national à la base. C'est dans cette perspective-là qu'on va voir qui va remporter le débat pour les élections présidentielles françaises prochaines.